Moi, je voulais qu'on parle Web3 parce que tu as parlé d'Internet dans les années 90. Nous, on a 2 podcasts, un qui s'appelle Creators Jungle, dans lequel vous êtes actuellement, et l'autre qui s'appelle Troisième Web et qui traite de tout l'écosystème Web3. Et je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de tout ça. Pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de LinkedIn, est-ce que c'est une hype passagère? Est-ce que c'est aussi révolutionnaire que le Web 1? Est-ce que vous planchez là-dessus? Parce que en fait nous on parle beaucoup de métavers sur cette chaîne-là et on sait que c'est des écosystèmes qui vont reposer sur les créateurs de contenu et leur communauté. C'est eux qui vont faire venir les gens dans ces métavers. Vous avez déjà planché un peu là-dessus ou fait du contenu dessus? On a fait quelques vidéos qui parlent de sujets crypto, des créateurs qui lancent des NFT, ce genre de choses. Bien sûr, on essaie de rester alerte sur ces sujets-là parce que clairement, c'est des sujets qui touchent de très près à la creator economy, ce qui nous intéresse et qui peuvent changer pas mal de choses. Je laisse Armand embrayer parce que je sais que c'est lui qui a beaucoup plus creusé le sujet. C'est un sujet que je trouve passionnant. Et ça mériterait un podcast entier. Ça tombe bien parce que c'est ce que tu fais. On pourra réenregistrer ensemble. Mais écoute, je pense que les applications dans la creator economy déjà sont incroyables parce que l'une des clés pour un créateur, c'est d'être propriétaire entre guillemets de son audience. Tu vois, aujourd'hui au final quand t'es youtubeur, demain YouTube décide de te suspendre ton compte, d'arrêter la monétisation, ciao, t'as perdu une de tes sources de revenus. Un exemple, ce qui s'est passé en Russie, YouTube a arrêté la monétisation sur les comptes russes. Du coup c'est une perte de revenus énorme pour les créateurs russes, tu vois. Et ce que peut apporter le Web3, t'as des plateformes comme Theta et tout qui te permettent des alternatives à YouTube qui sont décentralisées. Ça permet aux créateurs de reprendre possession de son audience, ça crée un lien direct avec celle-ci, et derrière, ça permet d'effacer des intermédiaires, tu vois, et de permettre aux créateurs d'être mieux rémunérés, et même aux fans d'être beaucoup plus impliqués dans la vie du créateur. Donc, franchement, les perspectives sont ouf. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que il y a mille et une choses à dire, mais je pense qu'il y a de l'avenir. Après, t'as parlé de la hype, t'en as parlé aussi pour la creator economy. T'as toujours ces phases en fait. T'as la phase de hype, après la bulle, elle va certainement s'éclater. Et je pense que ça fera du bien. Et en fait, les vrais projets, ils se construisent dans les phases de creux. Et tu vois, après, il y a des explosions. Mais au final, l'explosion fait peut-être du mal à beaucoup de personnes, mais je pense que ça participe à la démocratisation aussi d'un sujet. S'il y avait pas cette hype et cette démocratisation, t'en entendrais pas parler sur TF1 en fait. Et du coup, ça aide un petit peu à l'adoption de masse, je pense. Ouais, c'est clair. Même une annonce comme a fait Meta, tu vois, en effet, j'ai pas mal traité le sujet sur l'autre podcast. Tu te dis les gens, le grand public panique, se dit qu'on va tous être avec des casques VR sur la gueule, ou que nos enfants sortiront plus de leur chambre. Mais en fait, tu vois les applications de fou qu'il y a et tout un écosystème qui est en train de se construire. Ouais, moi, ça me passionne aussi. Mais du coup, les créateurs, par exemple, qu'un YouTuber demain, est-ce que vous vous dites pas qu'il faut déjà lui conseiller de se faire un avatar et une communauté sur The Sandbox ou sur je sais pas quel autre métavers qui est déjà en train de bien développer, quoi? Ouais, il pourrait clairement. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a quand même une barrière à l'entrée aujourd'hui. Tu vois, si t'es utilisateur et que tu dois créer ton propre wallet, aller sur les plateformes, c'est un petit peu compliqué. Mais le jour où toutes ces barrières sont levées via des entreprises, même Sandbox, le jour où ils arrivent à rendre ça beaucoup plus accessible, je pense que ce sera le moment d'y aller. Ouais. Et donc toi, tu penses que tout le monde va y aller? Enfin, qu'on va y passer tous, par exemple, 1 heure par jour sur des... Alors, j'ai pas envie de dire des métavers, mais des plateformes avec une expérience visuelle un peu plus approfondie que tu vois Facebook, Instagram, parce que excuse-moi, le Rémi Bompard qui travaille chez The Sandbox m'avait dit lors d'une conférence, en fait ça existe déjà les métavers, c'est Instagram, c'est TikTok, ton avatar, c'est ta photo de profil. Et ce sera la même chose avec une expérience visuelle différente en fait. Et est-ce que ça va être adopté après très très vaste question, mais tu vois, Minecraft, jeu vieux comme nous, c'est un métaverse au final. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'en fait, l'un des problèmes de ce genre de métaverse entre guillemets, c'est qu'ils sont quand même assez limités en termes de serveurs et tout. Là où je pense qu'aujourd'hui, avec les avancées en computation et tout, tu vas pouvoir avoir des milliers de personnes qui se connectent en simultané, ce sera incroyable. Après, je pense que c'est l'évolution logique de ce vers quoi on tend. Parce que le média, il s'enrichit, tu vois, ça devient des expériences de plus en plus 360. Après, est-ce que tout le monde y sera? Je pense pas. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui fera partie de notre vie, je pense. Nous, on est en train de préparer un petit sujet là-dessus, business.
Et je sais plus, j'ai lu, on l'a mis dans notre presse, mais que d'ici 2025, c'est 25% des personnes qui passeront 1 heure par jour dans un métaverse. Ouais, en fait, si tu regardes un truc qui est, je pense, révélateur de l'avenir du métaverse, c'est la valeur qu'on attribue ou qu'on donne à nos assets ou à nos possessions digitales. Aujourd'hui, quand tu vas voir quelqu'un qui a un compte Instagram avec 1500 abonnés et tu lui dis est-ce que tu préfères que je supprime ton compte ou que tu passes une semaine dans une cave isolée du reste du monde, il va te dire je préfère que passer la semaine dans la cave en fait. Et tu vois qu'aujourd'hui on accorde de plus en plus de valeur à tous nos assets digitaux. Ça peut être des profile pictures avec des Bored Ape ou ce genre de choses, mais des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus proches de ce qu'on a nous, tu vois. Aujourd'hui on pense que c'est très loin tout ça, mais pas du tout. T'as des gens qui achètent des trucs en ligne, des skins sur Fortnite, et ces personnes-là peut-être n'achèteront jamais un costume de cosplay dans la vraie vie, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la partie NFT, ils peuvent récupérer la propriété de leur biens dans le monde virtuel. Ouais. Fascinant. Et donc, vous bossez un peu là-dessus ou pas du tout? Vous créez pas des collections NFT pour les créateurs? Il y a un petit... On n'est pas obligé d'en parler, les gars. Les gens complètement ouverts sur le business, franchement, très open. Vous avez raison. Juste que c'était un peu un sujet. Tu te souviens, je t'ai dit qu'on a exploré différents business et tout. C'était un des trucs qu'on voulait explorer. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on propose pas. Après, si un créateur vient nous voir et qui veut se lancer sur une nouvelle plateforme, / sandbox par exemple, ça rentre dans notre offre. Et franchement, pourquoi pas? On n'y a pas réfléchi, mais c'est une plateforme comme une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, depuis qu'on explore la creator economy dans son ensemble, on se dit qu'il y a tellement d'opportunités. Donc le Web3, NFT, ça en fait partie. Tellement d'autres choses. Après, il y a aussi une question de focus, tu vois, de notre part, de se concentrer sur ce qu'on fait, de bien le faire, step etc. by step, Mais ouais, non, on se regarde parce que moi, de mon côté, je suis un petit peu plus mitigé sur le Web3. Ou pas sur le Web3, sur l'aspect NFT avec les créateurs, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de projets qui utilisent les NFT qui en fait pourraient se faire sans les NFT. Ah, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est un peu le truc fourre-tout. Tiens, j'ai envie de faire un projet, bah ok, je vais attacher les NFT au truc parce que c'est tendance et parce que les gens vont acheter à des prix fous. Alors qu'en fait, t'aurais très bien pu faire la même chose sans NFT, le projet aurait été le même. Enfin, tu vois, il y a cet aspect-là aussi. Et parfois, je suis un petit peu plus. Moi, je suis convaincu par la techno et par ce que ça va en faire. Et je pense qu'on est à cette phase on parlait de début d'internet, etc. Tu vois, la dot-com bubble où ça a explosé. Mais certes, internet est toujours là et c'est plus gros que jamais et Amazon a explosé plus gros que jamais, etc. Mais toujours est-il qu'il y a eu une phase, en fait, c'était un peu le Far West et je pense qu'on est dans cette phase où c'est un peu le Far West. Bah ouais, c'est ce que je voulais savoir en vous interrogeant, parce que nous, on a le même débat en interne chez nous. On se dit, bon, est-ce que c'est l'anarchie du début? Il y a des trucs qui tombent. Est-ce que c'est l'anarchie parce que oui, il y a un peu d'anarchie quand on sait que 80% des NFT sur OpenSea c'est des fakes ou en tout cas du plagiat. Il y a un bordel de départ qui va se stabiliser, mais moi je me demande encore, en effet, est-ce que c'est une révolution comme Internet l'a été, ou est-ce que c'est juste une évolution qui offrira d'autres perspectives? Et ne nous enflammons pas, tout le monde ne sera pas à dire Web3, ça a changé tous notre vie en 2020, tu vois. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, mais je vois que c'est débat chez vous aussi, quoi. Ouais, bah, le débat est ouvert, on aime beaucoup en parler ensemble aussi. Moi, j'ai vu un exemple hyper intéressant aussi de récemment sur YouTube, d'ailleurs c'est l'objet d'une vidéo qu'on va sortir en quelques jours, de la chaîne Yes Theory. Je sais pas si ça te dit un truc sur YouTube. C'est un collectif de youtubeurs américains qui font des vidéos rien à voir avec la crypto, mais le lifestyle, etc. Et ils ont voulu sortir un film documentaire qu'ils veulent faire financer par leur communauté. Donc pour le coup, ils l'avaient déjà fait avant, sans NFT, juste en disant, bah voilà, tu peux payer pour accéder en avant-première, etc. au truc. Donc ils tokenisent. Exactement. Et là, ils l'ont refait, mais en utilisant les NFT. En disant, bah, il faut acheter le NFT, comme ça, t'es propriétaire d'un bout du film. Bref, tu connais le discours. Et eux, pour le coup, ils sont pas du tout dans l'univers crypto. Et leur communauté, je pense, n'est pas forcément la plus réceptive à ce genre de choses. Et ils se sont fait défoncer dans les commentaires, en fait. Plein de gens qui disent, les gars, qu'est-ce que vous foutez? On vous kiffe, mais c'est quoi ce bordel? C'est NFT, c'est des scams. Et voilà, après, ça part dans tous les sens, tu vois. Mais donc, il y a eu un gros backlash sur ce qu'ils ont fait. Donc il y a encore une barrière psychologique, pas forcément pour nous trois ici, mais je pense pour la majorité des gens qui se disent, bah en fait, c'est quoi déjà, c'est quoi ce truc? J'aurais très bien pu faire la même chose
Et je pense que j'ai un peu peut-être ce côté vieux dans ma tête qui me dit bah t'aurais pu faire la même chose sans les NFT, pourquoi tu me parles de ça? Et ce qui est vrai, et en même temps les NFT ça t'amène un petit truc en plus. Mais donc je pense que dans dans l'esprit de la grande majorité des gens, il y a aussi la notion de en fait je suis pas prêt pour cette pseudo révolution et j'ai pas envie d'en entendre parler parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que la notion d'utilité elle sera hyper importante de toute façon pour l'adoption de masse des NFT. Et dans la creator economy, tu peux voir pas mal de mecs qui se disent bah en fait tiens, je vais faire un NFT parce que je pense que c'est un bon plan financier. Je l'ai fait et heureusement, j'ai pas osé communiquer dessus, mais c'est trop marrant. Mais mon podcast, j'avais genre 10 épisodes et je me suis dit putain, mais il faut que je le tokenise à fond. Et donc je suis allé sur OpenSea et puis je me suis dit bon, faut que ça ait un intérêt, donc c'est un café avec mon invité, c'est 5% des revenus de l'épisode, sachant que je faisais 0 revenu. C'était mes bullshit, mais je voulais créer mon truc et je dis à mes potes bon allez les gars, je dis à 2-3 potes qui sont là-dedans achetez mon NFT quoi, achetez un épisode. Yes mec, mais en fait il y a des gas fees, enfin ton NFT il coûte $5 mais t'as des gas fees de $97. Et du coup là je suis vachement en train de bosser là-dessus avec des gens du milieu sur en effet faut arrêter les conneries sur la consommation d'énergie parce que là ça part en couille grave. Mais bon comme vous dites c'est une bulle et ça va se stabiliser, il y a des protocoles qui arrivent hyper intéressants. Pour moi la techno va rester, va pas disparaître, va grandir etc. Mais par contre faut que ça s'assainisse. C'est pas mal de sujets. Bien sûr. Faut que tu regardes le podcast FarmSpot, tu connais ou pas? Non. Bah, ils ont tokenisé leur podcast. Ah si, il est à San Francisco le mec, non? Non, alors non, peut-être pas. C'est deux franco-belges. Alors je sais pas s'ils sont français ou belges, mais ils ont un bon modèle, je trouve. En fait, ils ont pas tokenisé les épisodes, mais ils ont créé une sorte de communauté pour leurs auditeurs. Donc t'as différents types, silver, gold machin, il y a des niveaux de rareté quoi. Ouais. Mais du coup, tu peux partir en vacances avec eux, tu peux faire des calls avec eux, tu rejoins un Discord. Et ça, je trouve que ça a de la valeur. Ouais, tu vois. Je vais en parler à ma femme et mes enfants. Il y a un gars de la communauté qui vient. Mais il a payé. Il a payé les vacances, non? Non, ok, c'est fascinant. Sur le sujet, on te parlait du coup de prendre un pourcentage des revenus. Ouais. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Le sujet de la fractionnalisation. Il faut que les gens soient gagnants. Tes assets et tes revenus. Ouais. Exactement. Et en fait, ça devient un moyen de dire. Je sais pas si je vois demain un YouTuber à 100 000 abonnés qui me propose de own 5% d'une vidéo ou 5% de sa chaîne. En fait, je me dis, si ce mec-là, vraiment, son contenu est cool et dans un an, il a pas 100 000 mais 1 million d'abonnés, bah, en fait, je le fais pas juste pour lui faire plaisir et pour le financer. Je le fais parce que j'ai un intérêt financier à le faire. Bien sûr. Et ça devient du venture capital pour les créateurs. Tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Pour le coup, il y a un truc vraiment intéressant. C'est comme investir dans une startup. Moi, c'est ce que je dis beaucoup et franchement, j'y crois. Je pense que le Web3 est en train de révolutionner l'investissement. C'est-à-dire que les gens vont moins aller voir des fonds d'investissement, ils vont plus aller voir des communautés, puisque tout le monde essaie de créer des communautés aujourd'hui. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais on voit que ça grandit. Bien sûr. Et voilà, quoi. On voit des mecs qui lèvent des fonds. Enfin, les derniers en date, et c'était pas le Web3, c'était Villebrequin. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube sur l'automobile, quoi. Les mecs, ils lèvent 1 million en disant bon, allez, on vous a jamais demandé, mais là, on a un projet. Et donc, je pense que bientôt, s'il y a des vrais projets pertinents, tu peux faire des choses formidables avec une communauté, la puissance d'une communauté.